C'est un crime. Arrêtez, s'il vous plaît. Ne faites pas ça. Ça n'est pas de l'investissement. C'est bien à court terme pour vous protéger. Le reste, ça ne sert à rien. Vous faites bouffer par l'inflation. C'est ce que les banques aiment. Voilà, exactement. Donc, j'ai fait n'importe quoi. Je vis chez ma compagne. Ok. Point noir. Faire du locatif à des rendements à 2%, non. Dans des commerces, tu vas chercher un peu plus de rendement et tu vas chercher beaucoup moins d'emmerde. Capacité à virer ton locataire plus rapidement s'il paye pas, parce qu'on est un pro, on n'est pas un particulier. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Amaury de Tonquédec, c'est Allo la Martingale. Soyez les bienvenus dans la libre antenne de votre argent. Oui, je sais, la France passe en Ligue 2. La semaine dernière, juste avant de partir en week-end, l'agence de notation Fitch a abaissé la note souveraine à long terme de la France, la faisant passer de AA- à A+, ce qui veut dire que les investisseurs demandent une prime de risque plus élevée pour prêter à la France. Cette dernière emprunte donc plus cher sur les marchés. Alors, il faut d'autant plus prendre votre argent en main. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a Allo la Martingale et qu'aujourd'hui, on vous propose un nouveau concept. On a proposé à un auditeur d'être coaché pendant 1 heure avec nous en studio. 1 heure de consultation gratuite pour son argent. Il veut se mettre à l'immobilier, mais étant entrepreneur, il n'a pas forcément accès à tous les leviers classiques, notamment du crédit. Alors, on va trouver des solutions. Et pour une émission exceptionnelle, j'ai un auditeur exceptionnel qui passe aujourd'hui sa stratégie patrimoniale sur le grill de Allo la Martingale. Petit, il rêvait de devenir joueur de tennis professionnel, sport-études, entraînement, tout tournait autour de la petite balle jaune, puis il a changé de terrain de jeu. Il s'est lancé dans l'entrepreneuriat digital en montant plusieurs projets dans le web, mais il n'a jamais oublié sa passion du sport. Résultat, il crée Extraterrien, un podcast où il interviewe les plus grands athlètes, plus de 300 champions sont déjà passés à son micro. Aujourd'hui, il continue d'explorer la performance sous toutes ses formes, entre podcasts, conférences, entraînement intensif et aventure entrepreneuriale, toujours avec l'envie de repousser ses limites. On le surnomme le trailer musclé. Il a 35 ans sur sa carte d'identité, mais 28 ans en âge biologique. Il défie la science. Barthélémy Fent est avec nous. Salut Barthélémy. Salut Amaury, quelle présentation. Oh, c'est éloge. Bah attends, mais c'est... Attends. C'est pour ça que tout à l'heure, je t'ai dit t'étais large pour un trailer, tu vois. C'est ça le trailer musclé, je connaissais pas le surnom. On a déjà commencé un petit peu les présentations. Donc Barthélémy Fent, fondateur du média Extraterrien. Mais pour coacher quelqu'un d'exceptionnel, il faut un coach exceptionnel. Il est invité prochainement à l'Elysée pour parler de sa vision de l'immobilier. Il a déjà accompagné plus de 23 000 personnes. Il a déjà acheté plus de 70 biens. C'est un pro de l'immo, à tel point qu'on lui a même déjà demandé des conseils, tenez-vous bien, dans un sex shop. Même... Tu te rappelles de ça ? Oui, je me souviens de ça. Et même Serena Williams lui a loué sa maison un été. Ça fait 5 ans qu'en plus de l'immobilier, il fait de la gestion de patrimoine. Avec ses clients et partenaires, il a déjà investi 700 millions d'euros dans des biens. Christopher Wengen est avec nous. Salut Christopher. Salut Amaury. Voilà, donc tu es investisseur et entrepreneur. Et ça tombe bien parce que tous les deux, vous avez un point commun, c'est le sport. Vous parlez un petit peu de Hyrox au début de cette émission. C'est un peu cette discipline un petit peu, comment dire, c'est quoi, c'est du crossfit ouais, c'est un mélange de crossfit et de course à pied. Ouais, c'est ça. Mais tout le monde s'y met en ce moment, j'ai l'impression. C'est un succès sportif et entrepreneurial. Ouais. Quand tu as vu la réussite de la marque, ça mêle très bien les sujets qu'on va aborder aujourd'hui. Absolument. Bon, je le disais, émission exceptionnelle. On va s'occuper du cas de Bart, ça va être passionnant, mais bien sûr, on va aussi vous donner des conseils concrets pour que vous puissiez appliquer dès la fin de cet épisode. Alors, restez avec nous. L'idée, en gros, on va passer un petit peu le cas de Bart, mais on va surtout parler d'immobilier aujourd'hui, mais pas que. Et Christopher va nous donner toutes les astuces et bons tuyaux pour que vous deveniez tout simplement des pros de l'immobilier et aussi de la gestion de patrimoine. Bart, on va faire un petit point sur ta situation. Alors, j'ai noté 2-3 choses, tu me dis si c'est correct et ce que tu veux ajouter, parce que c'est important quand même qu'on passe un petit peu en revue tout ça. Alors, tu as un enfant à charge, tu es entrepreneur, tu as des cryptos, mais tu te sens un peu bloqué avec ça aujourd'hui, tu vas nous expliquer. Tu as un PEA ouvert en 2013. Tous les mois, tu verses 100 à 200 euros dessus. Tu as fait beaucoup de stock picking, c'est-à-dire acheter action par action. Mais aujourd'hui, tu as arrêté. Tu fais que des ETF. Et puis, pour les entrepreneurs qui nous écoutent, tu aimerais utiliser le levier bancaire et optimiser au mieux ta rémunération. Je ne sais pas si on aura le temps d'en parler. Mais voilà, l'idée, c'est que tu n'as pas encore d'IMO aujourd'hui. Tu as investi dans autre chose, on vient de le dire. Tu veux en faire, mais tu avais besoin de faire appel à Allo la Martingale et à un professionnel d'immobilier pour t'y mettre. Qu'est-ce qu'on peut ajouter de plus ? Et surtout, Christopher, est-ce que tu as besoin de savoir autre chose ? Oh oui, on va y venir. Rapproche-toi un tout petit peu de ton micro. Oui, j'ai besoin de savoir autre chose, mais on va y venir. Je te laisse lui répondre. Alors, je sais sa pas, question, Bart, et après, si tu... Ouais, ce qui manque un peu dans le patrimoine, il y a une trentaine de participations dans des startups, entre 27 exactement, parce que j'ai revendu une première boîte, j'ai fait un apport cession, et du coup, j'ai tout réinvesti, des tickets entre
5 et 10 000 euros dans des startups pas mal aux États-Unis. Et pour l'instant, c'est un sacré fiasco. Voilà, je le cache pas. Ah mince. C'était entre 2017 et 2019 les investissements. Donc il y a eu le Covid qui est passé par là. Il y a eu beaucoup de boîtes qui avaient besoin de se reluer et qui n'ont pas pu. Donc voilà, il y a eu ça. J'ai fait un tout petit peu d'IMO avec les plateformes type Anaxago, crowdfunding immobilier. Bon, en fait, ça casse pas trois pattes à un canard parce que t'as l'impression de rien faire. Et puis à la fin, j'ai pas l'impression que ça a changé ma vie, quoi. Je vois pas vraiment l'intérêt financier. Voilà. Et puis après, ouais, pas mal de crypto. Et là, je sais pas trop ce que j'en fais. Est-ce que je sors? Est-ce que je le mets en collatéral? Je réfléchis un peu à ce que je pourrais faire avec. Ouais. Avec les cryptos que t'as, ouais. En gros, ta partie liquide, entre guillemets, c'est la partie plutôt crypto? Ouais. Ouais, ok. Tout Tout ce qui est ETF, tu considères ça comme liquide ou pas Bah, c'est relativement liquide, oui. Pour moi, c'est liquide. C'est-à-dire que la partie liquide, pour moi, c'est l'investissement dans les boîtes que t'as fait. Alors, je sais pas si les boîtes sont complètement crachées ou si elles peuvent encore repartir, tu vois. Mais tout ce qui est private equity, par définition, pour moi, c'est pas liquide. D'accord. Voilà. Ok. Donc, tout ce qui faire, je sais pas ce que. Oui, tout à fait. Ok, on va procéder par étapes. Déjà, j'ai pas mal d'infos intéressantes. Il y a même une ou deux infos qui sont contradictoires et tu vas voir, je vais y revenir plus tard, notamment la partie sur le crowdfunding et ta volonté de faire de l'IMO. Donc, pour celles et ceux qui nous écoutent, et je vais faire exactement pareil pour toi, mais je vais élargir à chaque fois pour que les gens puissent répliquer la méthode, parce que vous allez voir qu'on va procéder étape par étape et vous pouvez répliquer cette même méthode que je fais pour moi et que je fais pour des milliers de personnes que je coach. Première étape, qu'est-ce que tu veux et qu'est-ce que tu ne veux pas? Alors, pourquoi est-ce que tu veux faire de l'immobilier? J'aime bien l'idée de construire un patrimoine. J'aime bien l'idée d'avoir à la retraite des loyers qui tombent. Ça, c'est vraiment ça qui m'intéresse. Et j'aime bien l'idée d'aller chercher l'argent de la banque. Voilà. Ok, cette troisième est très séduisante, vous allez voir. C'est pour moi la plus intéressante. Ouais. D'accord, et pourquoi tu n'en as pas fait jusqu'à présent ou pourquoi tu ne veux pas en faire? Enfin, tu ne veux pas en faire, je veux dire à court terme. Pourquoi j'en ai pas fait jusqu'à présent? J'ai été quasiment jamais en CDI dans ma vie. Et moi, je suis un entrepreneur de petits coups, de gros coups et d'échecs. Et donc, j'ai jamais eu, tu vois, la boîte que j'ai revendue, mine de rien, à 7 chiffres, j'ai dû me verser 3 salaires dessus. Mais j'ai fait un coup en la revendant. Donc j'ai un peu ça. J'ai aussi une croyance. J'ai un papa qui a fait pas mal d'immobilier, qui était salarié même d'une boîte que tu dois connaître qui s'appelle Crédit Logement, et qui a fait aucun investissement rentable et qui a fait que des Pinel, ce genre de trucs qui sont pour moi des trucs qui lui coûtent de l'argent, qui lui coûtent du temps, du stress. Donc t'as grandi avec une croyance immobilier égale stress, pas d'argent, mauvaise affaire. Il y a un peu cette croyance-là. Ouais. Après, je l'ai beaucoup cassée au fur et à mesure des années en voyant qu'il y a des gens qui arrivent à dégager du cash flow, qui arrivent à en dégager, à faire grossir aussi un patrimoine et un petit empire immobilier, même en partant avec des bas salaires. Et ça, je trouve ça intéressant et ça me parle. Et peut-être juste sur le point que je précise, effectivement, ce que tu as dit quand tu as dit que voilà, tu as été assez peu de fois en CDI dans ta vie. C'est intéressant parce que c'est le cas de pas mal de gens. Et puis après, tu as des gens même en CDI qui ont du mal à avoir des emprunts, pouvoir emprunter, pour avoir ce fameux levier pour pouvoir investir. Donc ça peut être intéressant. Je sens que tu parles de ça aussi. Tout à fait, on va y venir. Déjà, on avait la première étape, c'est plus des raisons émotionnelles, de volonté. Pourquoi on veut faire de l'IMO, pourquoi on veut pas en faire, qu'est-ce qui nous bloque jusqu'à présent? On a tous des blocages, tu m'en as donné quelques-uns avant l'antenne, on va y revenir aussi. On a tous des croyances, la banque ne me prenne pas, je peux pas, les loyers impayés, etc. Donc il faut réussir à engranger des connaissances, ce qu'on va faire aujourd'hui, pour mettre des chiffres, des raisonnements et des arguments logiques en face de ces peurs. Exemple, j'ai peur des loyers impayés. Bon, très bien. Combien de pourcentage ça représente en France les loyers impayés? 4-5%, ça a monté un petit peu. Ou j'ai peur qu'on me saccage mon appartement. C'est arrivé sur un de mes appartements. Dernièrement, je l'ai récupéré et j'ai fait un calcul de combien l'appartement m'avait rapporté en 4 ans, VS combien il m'a coûté avec le saccage. Il m'a coûté 4 000 € pour le remettre à flot, et il m'avait rapporté 70 000 € pendant cette durée. Bon, est-ce que vraiment, pour une peur qui est irrationnelle, je vais me priver d'un bien qui m'a rapporté 70 000? Donc ça, c'est la première étape. Qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux pas? La deuxième étape, quelles sont mes contraintes? L'immobilier, il y a des contraintes, comme tout investissement. Donc, qu'est-ce que moi, je ne veux pas dans mon investissement? C'est souvent des contraintes de temps, des contraintes géographiques, des contraintes d'organisation ou des fois des contraintes financières, mais c'est peut-être la dernière. Donc toi, c'est quoi tes contraintes?
J'ai un enfant, donc effectivement, passer les week-ends en dehors de Paris, ça me fait un petit peu peur. Donc si j'aimerais beaucoup investir en dehors de Paris, mais avec quelqu'un en qui je pourrais avoir confiance, à qui je pourrais entièrement le déléguer, notamment la partie gestion de projet. Autant y aller, visiter, sentir le truc, faire l'achat sur place, ça me fait pas trop peur, mais c'est plutôt la partie suivre les travaux. J'aime pas cette partie-là aussi. Gestion de projet, derrière l'artisan tous les 3 jours, le pousser au cul, lui dire mec t'es en retard et tout, ça me gave en fait, je l'ai déjà tous les jours dans mon job. Non mais c'est vrai. Je te comprends, je suis pareil. J'ai une équipe de 10-12 personnes à gérer et déjà je dois les pousser aux fesses tous les jours, même plusieurs fois par jour. Donc voilà, on les salue s'ils nous écoutent. Et je les aime. On vous adore. Et vous êtes là. Et je les aime. Et voilà, j'ai pas envie d'avoir ça à côté. C'est un peu, ça peut être un peu ça les contraintes, ouais. Ok, t'as des contraintes géographiques ? 0. Contraintes géographiques en termes de temps pour y aller et en termes, je vais dire, de risque ou de peur. C'est-à-dire qu'il y a des gens comme toi, j'ai pas envie de me taper 3 heures de route le week-end pour aller voir mon bien. Et t'as des gens, j'ai peur que mon bien soit à 3 heures de route. Si jamais il se passe quelque chose, je veux le voir. Tu vois, c'est pas la même peur. Peut-être qu'en dehors de France, j'aurais un peu peur parce que j'ai aucun contrôle. J'ai vécu 2 ans en Thaïlande. Et j'ai vu des gens, tu vois, investir de la France en Thaïlande avec des prête-noms, des magouilles un peu comme tu peux en avoir. Et ça me ferait un peu peur parce que quand t'es très loin, t'as pas de contrôle. Mais après, France métropolitaine, si je peux y aller en 2-3 heures, avion, train, okay. 0 souci. Donc c'est plus la contrainte du temps. Ouais, d'y aller sur place et de voir un peu ce qui se passe. D'accord. Déjà, on va faire une première sélection parce que vous allez voir que dans l'immobilier, il y a plein de stratégies différentes. On peut faire du locatif, on peut faire de l'achat-revente, type marchand de biens, ou même quelques affaires d'achat-revente en perso au départ. On peut faire de la location courte durée, on peut faire de la longue durée, du nu, du meublé, de l'atypique aussi, cabane, houseboat, etc. Ça, tu fais bien d'en parler, parce que tu vois, je fais partie des profils qui me font pas mal bombarder, tu vois, sur Instagram, sur YouTube, par des formateurs, peut-être tes concurrents, ou des gens qui vendent presque des projets clés en main aussi, il y en a beaucoup, et tout a l'air sexy, tu vois, et tout a l'air sexy, et forcément dans les pubs, on voit rarement les contraintes, donc je serais curieux d'avoir un peu ta grille de lecture. On va faire l'avantage et inconvénient de chacune des strates. On pourra pas toutes les voir, sinon on n'aura pas le temps, mais déjà on va voir qu'est-ce qu'on réduit comme champ, comme entonnoir pour toi ce qui te concerne. Et après, j'ai juste une remarque avant. Est-ce que tu veux absolument être propriétaire ? Ou alors tu veux faire de l'immobilier, c'est-à-dire t'indexer à l'immobilier, ou alors est-ce que tu veux devenir propriétaire de murs concrètement ? Si ça me permet de toucher un cash flow tous les mois, tu vois, je suis pas trop regardant là-dessus. Okay. Voilà. Après, je vois la propriété vraiment comme une sécurité très forte. Et c'est vrai qu'on l'a pas parlé tout à l'heure, tu vois, un peu le côté émotionnel. Ce que j'aime bien dans l'immobilier, c'est vraiment la sécurité de dire, bah voilà, j'ai des murs, quoi qu'il arrive, hormis s'il y a un incendie ou un énorme dégât des eaux, bon bah normalement ça te rapporte un loyer, quoi. Ce que j'ai eu entendu au départ, c'est l'idée d'avoir des loyers, donc d'avoir des rentes plus tard, donc sécurité parce que c'est de la pierre, c'est de la terre, ça t'appartient, et l'idée du crédit. On va essayer de réunir les trois. Je développe encore les stratégies. T'as l'immobilier commercial. Affaires, restaurants, etc., hôtellerie. Tu as l'immobilier pierre-papier, donc type SCPI, etc., que je recommande pas forcément. Je vous expliquerai pourquoi, mais pas forcément. Ou alors, vraiment celui qui a pas envie de se prendre la tête, profession libérale, voilà, j'ai pas envie vraiment de m'en occuper. Et je pense que si t'as pas envie de t'en occuper, il y a des choses qui sont mieux. J'ai été CGP, j'en ai proposé, donc je sais de quoi je parle. Tu as de la pierre dématérialisée sous forme d'obligation, crowdfunding, club deal, par exemple. Donc j'ai une boîte de crowdfunding, je pourrais t'en parler, des avantages et inconvénients. Et principalement, c'est les stratégies les plus connues. Donc déjà, toi, en fonction de ce que tu me dis, si on cherche à réduire la partie géographie, je veux pas trop me déplacer, etc. Va falloir trouver plutôt en Ile-de-France, plutôt proche de chez toi, si tu dois t'en occuper. Quand vous êtes en Ile-de-France ou plus proche même de Paris, Paris-Centre, plus vous êtes cher au mètre carré, plus vous oubliez le locatif. Parce que c'est pas rentable. Okay, vous avez une sorte de courbe inversée où plus vous montez en prix d'achat au mètre carré, vous avez une courbe de prix d'achat au mètre carré qui monte et vous avez la courbe d'augmentation des loyers qui ne monte pas, elle, ou beaucoup plus faible que les prix des biens. Donc plus vous montez en prix au mètre carré, moins votre rendement est intéressant. Et à l'inverse, c'est la même chose. Tu vas acheter dans une ville à 1500 € le mètre, tu as des rendements à 10, 12, 15%. Encore maintenant, tu peux en trouver. Et tu achètes dans une ville à 15 000 € le mètre, tes rendements, c'est 2,5%.
Donc faire du locatif à des rendements à 2%, non. Pas. Ou alors quand on a vraiment les moyens de faire du patrimonial, une petite partie de ton patrimoine. Mais là, c'est pas le cas, on est en croissance, on va chercher du crédit. Donc là, ça, j'élimine. Qu'est-ce qui me reste ? Si je veux rester dans Paris, intramuros, Île-de-France, dans des biens chers au mètre carré, je vais chercher de l'achat-revente. Et l'achat-revente, de formes différentes, j'achète ma résidence principale et je la revends. Alors on va me dire, oui, mais si tu achètes ton résidence principale avec déjà l'intention de la revendre, tu peux être requalifié, etc. La loi ne donne rien de précis sur ce sujet, c'est-à-dire qu'on peut très bien acheter une résidence principale, la revendre et faire une plus-value nette d'impôt. C'est encore une dernière niche qui nous reste. Pendant combien de temps, on ne sait pas, mais on l'a. Et ce qu'il faut, c'est pas revendre régulièrement, ni à but de bénéfice, et ne pas avoir acheté avec l'intention de revendre. Alors, je me fais un peu l'avocat du diable, mais là, si tu revends, t'as des frais de notaire, des machins, t'as des choses qui s'ajoutent, tu vois. Exactement. C'est là où il va falloir être bon. Et on viendra après sur comment on est bon, et on arrive à trouver des affaires. Moi, j'ai déjà acheté des biens que j'ai revendus plus cher, que j'ai même gardé plusieurs années. Quand j'achète, je fais un minimum de 15-20% de marge dès le départ, par certaines méthodes qu'on verra tout à l'heure. En tout cas, quand vous êtes dans un endroit cher au mètre carré, marchand de biens, c'est bien, ou résidence principale. Résidence principale, ça réunit plusieurs avantages, on va le voir tout à l'heure. Toi, tu réunis des contraintes. Entrepreneur, peut-être pas finançable, mais on va voir vraiment si tu l'es. Proche de chez moi, et pas trop de contraintes à gérer. Déjà, on a le marchand de biens ou la résidence principale qui réunit ces trois-là. Donc pour moi, ça serait la meilleure stratégie, à court terme. Donc ça, là, on la met de côté, on va y revenir plus tard. La deuxième, c'est l'immobilier commercial. L'immobilier commercial, si tu veux rester proche de chez toi, dans Paris, etc., tu as des belles affaires. Tu vas avoir un rendement plus élevé que dans l'habitation. Tu vas diriger vers des commerces type supérette, restaurant, tout ce qui est première nécessité. On a vu pendant le Covid que ça a marché. Moi, j'avais des commerces dans le 9-3 pendant le Covid. Ça n'a pas bronché, ça a bougé, ça a payé le loyer, ça a tenu, etc. Donc c'était assez rentable. Donc voilà, dans des commerces, tu vas chercher un peu plus de rendement et tu vas chercher beaucoup moins d'emmerde. Capacité à virer ton locataire plus rapidement s'il ne paye pas, parce qu'on est un pro, on n'est pas un particulier. Contrat qui est un bail commercial, non pas un bail civil. Donc ça change complètement, ça change toute la donne. Tu peux mettre quasiment ce que tu veux à l'intérieur. Ça commence à me parler là. Ça commence à parler à le commercial. Pourquoi ça te parle ? Parce que je suis entrepreneur, je vois un peu le business, je vois un peu de sécurité aussi. Ouais. Voilà, tous les entrepreneurs sont dirigés vers le commercial à un moment ou à un autre. Tous ceux qui ont gagné beaucoup d'argent dans les entreprises, qui ont vendu des boîtes, souvent ils font du commercial. Pas beaucoup de contraintes, pas de problème de locataires à sortir, etc. Pas de plafonnement de loyer. C'est du stable en général. Après, tu as différents emplacements. Tu vas avoir du prime, de la value add, etc. Tu peux choisir en fonction de ce que tu veux. Mais commercial, ça me plaît bien dans ta situation et c'est lié à l'entrepreneuriat. Et du coup, ça rejoint ce que tu m'as dit tout à l'heure, mais on était hors antenne. Avec ton business d'acheter des studios, etc., ça rejoint ton business et le fait de faire de l'immobilier. C'est pour ça que je te parle de ça aussi. Tu vois. À court terme, moi, je vois ces deux-là. Qui sont bien pour toi. Je peux pas développer toutes les autres stratégies parce qu'on n'aura pas le temps pour les autres, mais en tout cas, vous avez vu le fonctionnement, on fait un entonnoir, on vient réduire les contraintes. Je vais pas te proposer un immeuble de rapport à Béziers dans le sud de la France, même si c'est rentable, c'est ce que j'ai fait aussi à mes débuts. Tu vas pas avoir envie d'aller là-bas, compliqué à gérer, locataire particulier, etc. Donc, pour toi, c'est obligé, tu vois, si on part sur un premier projet d'immeuble, d'avoir une flexibilité géographique et au moins d'y aller de temps en temps pour vérifier ou c'est impossible à faire en te disant je peux piloter ça à peu près depuis Paris, tu vois. Ou je vais manger trop de marge avec une agence ou avec des prestataires pour leur déléguer du taf. Tu vas voir, il y a vraiment les deux cas différents. Moi, j'ai acheté d'ailleurs plus en dehors de chez moi et dans d'autres pays que proche de chez moi. J'ai commencé, mon premier bien, c'était à Budapest. Je recommande pas forcément de faire ça, mais je l'ai fait comme ça. Aujourd'hui, j'arrive à piloter des projets un peu partout dans le monde, à ne pas y être. Est-ce que ça aurait pu être fait plus vite quand je suis là ? Oui. Mais est-ce que le temps que je gagne à ne pas m'en occuper, à laisser quelqu'un gérer sur place, c'est pas plus rentable pour moi de mettre mon temps sur autre chose, comme toi dans ton business ? Donc moi, c'est simple, je calcule mon taux horaire. À quel taux horaire je suis dans mon business ? À quel taux horaire je suis quand je m'occupe de mes biens ? Je suis 10-20 fois plus élevé quand je suis dans l'immobilier. Dans mon business. Donc dans l'immobilier, je vais tout déléguer, sauf quelquefois trouver des affaires, et même les dossiers bancaires, je les fais même plus, c'est une personne de mon équipe qui les fait. Et le reste, je laisse faire. Donc au début, quand tu vas démarrer, tu vas devoir déléguer à des gens. Est-ce qu'ils sont de confiance ou pas ? Est-ce qu'ils vont bien le gérer ou pas ? Est-ce que tu vas être derrière pour pas ? Au début, c'est compliqué, il va falloir probablement être derrière, ça va te prendre de la charge mentale. Et je sais, quand tu es entrepreneur,
ta bande passante de charge mentale, elle est très faible. Même si tu as une agence, si tu passes par une agence, peut-être des pros, etc., est-ce que c'est pas plus simple, tu vois, dans certains trucs un peu clés en main, tu vois. Tu as des boîtes clés en main. Nous, c'est ce qu'on fait, par exemple, on fait de l'accompagnement. On accompagne des clients et on a plusieurs niveaux d'accompagnement. On a un accompagnement où on leur propose 200 biens rentables par mois qui sont sélectionnés par nos analystes. On les aide à négocier. On leur dit à quel prix c'est intéressant de l'acheter. On a des boîtes de travaux par qui ils peuvent passer, qui sont nationales et ils ont des garanties bonne fin de chantier. C'est-à-dire que si l'artisan se barre, s'il finit pas les chantiers, il termine le chantier à leurs frais, donc ça coûte pas plus cher aux clients. Nous, on s'engage à leur trouver un bien rentable dans l'année, sinon on les rembourse, et on s'engage à leur trouver le prêt bancaire, sinon on les rembourse. Donc ils prennent 0 risque. Donc déjà, c'est un gros paquet de clés en main. Donc ça te permet aussi, c'était une autre solution que je voulais te dire. Maintenant, soit tu vas payer un accompagnement comme ça, nous c'est un service qu'on facture, soit sinon t'en as qui le font avec un pourcentage du bien. C'est souvent bien plus cher que nous ce qu'on propose. C'est pour ça qu'on l'a fait de cette façon-là. Mais voilà, soit en gros c'est un abonnement annuel, soit tu vas payer un pourcentage 4, 5 jusqu'à 8% du bien. Donc là en général quand tu fais ça, oui tu vas déléguer totalement et tu peux trouver un très bon produit patrimonial, mais t'attends pas à faire une marge à la revente parce que tu vas sortir prix du marché. Mais tu peux pas t'attendre à ne pas passer de temps dedans et espérer en plus une plus-value. Nous c'est ce qu'on essaie de faire avec nos clients, on essaie de limiter, de pas leur coûter trop cher avec un abonnement et en même temps de trouver des suffisamment bonnes affaires. Ils feront peut-être pas 20-25% de marge mais ils vont plutôt faire 12-15 par exemple. C'est un bon compromis. Donc ça, c'est une autre option, par exemple. Donc, je résume pour toi. Résidence principale, c'est le top. T'achètes assez facilement. Tes artisans à gérer, c'est à côté de chez toi, c'est assez facile. Tu restes 1 an et demi, 2 ans dedans, tu revends, tu fais une grosse plus-value nette. T'en as tous les 2-3 ans, ils font ça. Lissé sur le mois, sur 2-3 ans, ça leur fait des fois 1000, 2000, 3000 euros, 4000 euros par mois de revenus en plus. C'est une sorte de complément, mais qui arrive de façon ponctuelle. Comme des beaux dividendes. Voilà. Deuxième stratégie pour toi, le commercial. Très bon rapport gestion, facilité de financement, perte de temps, d'énergie, compromis, rendement. Pour moi, c'est le meilleur rapport là-dedans. Et enfin, dernière, éventuellement de passer par des chasseurs ou des services clés en main, comme ce qu'on propose. On est de confiance, bien évidemment, c'est pour ça que je te le dis. Mais il faut trouver quelqu'un, un interlocuteur qui soit de confiance, mais ça te permet de gagner énormément de temps. Ok. Voilà. Vous avez des questions à ce stade ou je poursuis ? Où est-ce qu'on trouve des biens commerciaux ? Alors, tu as des sites internet qui sont spécialisés. Tu as Se Loger, par exemple, tu peux en trouver. Tu as Le Bon Coin, tu peux en trouver aussi. Tu as Bien Ici, je pense qu'ils font du commercial aussi. Quasiment toutes les plus grandes plateformes en font. Et tu as quelques plateformes spécialisées. J'ai plus le nom en tête, parce que moi, c'est mon associé qui les cherche pour moi, donc c'est pas moi qui fais l'opérationnel. Et est-ce que dans les biens commerciaux là, à trouver, est-ce qu'il y a des trucs, des critères où tu dis là, quand il y a ça, faut complètement éviter, ou alors quand il y a ça, faut foncer, tu vois. Genre, est-ce que tu as des critères un petit peu de choix ? Je vais être moins bon sur cette partie-là, parce que c'est mon associé qui a développé avec moi une formation sur l'immobilier commercial, les accompagnements, c'est lui qui s'en occupe, et on a acheté des biens commerciaux ensemble. En gros, il les cherche, il les manage, il gère le contrat commercial, il réadapte, et moi je finance, pour faire simple. Donc quand je délègue jusqu'au bout, je m'occupe même pas. Okay. Donc je vais être moins bon, mais il y a des principes de base. Et encore plus sur le commercial, évidemment, c'est l'emplacement. Plus vous allez être cher au mètre carré, plus vous allez être Paris, Intramuros, Champs-Élysées, un bien d'exception, avec un locataire type compagnie d'assurance ou banque qui est là depuis 15 ans, vous allez avoir du 3,5, 4, un peu plus que les rendements avec les taux d'intérêt qui sont montés, ils sont un peu plus élevés, peut-être du 5 sur du prime. Ceux qui connaissent très bien Paris le connaîtront mieux que moi. Mais voilà, tu vas faire 4,5, 5 peut-être. Un bien en province, même bien placé, 8, 9, 10, 12, un peu plus. Ça dépend. Plus on a une qualité de locataire qui est bonne, un bon contrat commercial, du chiffre d'affaires, du bénéfice qui est généré en face par le locataire, de la sécurité et un bon emplacement, plus le rendement va être faible, et vice-versa. Ce qui est intéressant à faire avec le commercial, comme c'est un contrat commercial qui régit le locataire et le bailleur, vous pouvez le renégocier. Donc vous avez déjà ce qu'on appelle un pas de porte quand vous louez un bien commercial. Donc vous avez un chèque en fait à payer directement au bailleur. Et ensuite, vous avez vos travaux à prendre à charge. Donc le locataire paie ses travaux lui-même. Donc ça, c'est un gros avantage pour le bailleur aussi. Il s'occupe aussi de tout l'entretien à l'intérieur. Et ça, c'est dans la négociation à organiser. Mais bien souvent, la taxe foncière est aussi à la charge du locataire. Donc le propriétaire, il paye l'assurance et c'est tout. Donc un rendement brut, ça commence à te plaire. Hein. Un rendement, je trouve ça intéressant. Voilà, un rendement brut dans le commercial, c'est quasiment un rendement net. Je vais te prendre un bien locatif habitation, t'es à 10 brut. En net, t'es peut-être à 6. Un bien commercial, t'es à 8 brut, t'es à 7,80 en net.
C'est ton assurance et ton comptable. C'est une différence énorme par rapport à la loc classique où là, le propriétaire, en fait, il a tout à sa charge, quoi. Ouais. Donc ça, ce sont des avantages. Donc, faut bien chercher son emplacement, etc. Ça dit pas, je dis pas d'acheter que à Paris, bien sûr. Hein. Nous, on a acheté plutôt qu'en province. Mon associé a acheté beaucoup aussi en province. Il a acheté des crêperies, des petits snacks, des boulangeries, etc. Petits commerces alimentaires, de bouche, des choses qui sont long terme, des supérettes type Casino, Proxy, etc. Ça marche très très bien. C'est souvent, on l'a vu qu'en Covid, c'était un business qui était résilient. Et ça a des bons rendements, il est entre 8, 12, 15. Quand tu achètes ça et que tu renégocies ton contrat commercial, par exemple avec une hausse de loyer qui est plus régulière, par exemple avec un pourcentage du chiffre d'affaires qui serait versé. Parce que le bien que tu achètes est déjà loué, c'est ça ? Par exemple, dans le cas où c'est déjà loué, tu te rends compte que ton loyer il est pas cher parce que le locataire, ça fait 10 ans qu'il est là. Tu sais quand ton locataire va partir, tu vas renégocier le loyer ou l'augmenter avec le futur locataire, ou tu peux le renégocier avec ce locataire-là. Avec certains arguments, mon associé est très bon là-dessus. Il va renégocier, il va dire écoutez, là, le loyer il est trop bas, et puis en fonction de ça, on va le réaugmenter avec une indexation qui est peut-être plus importante chaque année et un pourcentage potentiel de votre chiffre d'affaires. Justement, c'est ça, sur le chiffre d'affaires, je voulais revenir là-dessus. Tu peux augmenter les prix en fonction du chiffre d'affaires peux quasi de la personne tout faire dans le commercial. Mais ça se fait de dire bon voilà, vu que tu fais tant de chiffre d'affaires, on va mettre tant de loyer. Okay. Du coup, là vous avez en fait votre prix du bien, il est corrélé au montant du loyer puisque les gens achètent du rendement, ce qui n'est pas le cas dans l'habitation. Les gens achètent pour se loger, là ils achètent pour du rendement. Donc quand vous augmentez votre loyer de 30%, vous augmentez la valeur de votre bien de 30%. Donc on va surtout augmenter la valeur d'un bien commercial par le loyer et le contrat commercial, comment est-il rédigé, plutôt que par les travaux. Alors que dans le bien d'habitation, c'est surtout par les travaux. Donc ça, c'est un avantage pour le commercial. Le long terme, moins de prise de tête, moins de gestion, etc. L'inconvénient, et on l'a vu pendant le Covid, c'est que le commercial est directement lié à la hausse des taux. On l'a vu avec l'immobilier commercial qui s'est pris moins 35-40%, puisqu'on est passé des taux de 1,2 à peu près à des taux de 4,5 en 2 ans et demi. Et l'affaire qui s'est pris le Covid, le télétravail, plus l'augmentation des taux, on voit les tours de biens, d'affaires qui sont complètement vides et qu'aux États-Unis, ils essaient de transformer en habitation et que nous, on n'arrive pas encore à faire chez nous. Ça, c'est un énorme sujet, d'ailleurs, pour créer du logement. Petite parenthèse fermée. Donc, ça veut dire que là, tu vas être extrêmement sensible à une remontée des taux. Pourquoi ce sujet est important ? Je reprends l'ouverture qu'a fait Amaury au départ, tout est lié. Fitch qui renote et dégrade la note de la France vendredi. On a vu que les marchés avaient quand même plutôt bien pricé ces dernières semaines cette augmentation, parce qu'on a vu ces dernières semaines et mois le l'OAT 10 ans et même les autres qui montaient en flèche quand même. On est quand même dépassé la semaine d'avant au-dessus de l'Italie, de la Grèce et du Portugal. Quand même, les l'OAT 10 ans, c'est le taux auquel emprunte la France sur 10 ans, pour se financer. T'as bien fait de préciser ce point-là. Donc là, on arrive à cette semaine où les investisseurs avaient plus confiance en la Grèce, le Portugal et l'Italie plutôt que la France. Et ça s'est passé en quelques jours. Mardi, c'était plus le cas. À partir de mercredi ou jeudi, ça l'était. Donc si on se reprend une montée des taux brutale dans l'année à venir, et vu la situation économique de la France, la situation politique, etc., c'est loin d'être impossible. Acheter un bien commercial maintenant en se disant que peut-être les taux vont monter de 1 point et demi dans les 2 prochaines années, peut être risqué. Je mets le risque à ce niveau-là, je pense qu'il n'y en a pas d'autre. Là où c'est intéressant de l'acheter jusqu'à, je vais dire, début d'année, cet été, avant qu'on ait encore une crise politique et encore le fait qu'on n'ait pas de budget et qu'on ne sait pas où on va. Avant, là, les 6 derniers mois, mon associé s'est régalé parce qu'on avait forte montée des taux, donc forte baisse du marché commercial, prévision de baisse des taux de la Banque Centrale Européenne et donc baisse des taux de crédit. Donc quand on a vu ça arriver, on a à peu près 6 mois, 9 mois d'avance quand ça arrive vraiment dans les banques, dans les crédits commerciaux. Tu sais que l'immobilier commercial va quasiment remonter immédiatement. On a vu une reprise des transactions, on a vu une reprise des prix dans certaines régions. Donc lui, là, c'était vraiment le plancher à acheter, c'était entre milieu d'année dernière jusqu'à milieu de cette année. Parce que là, avec la situation, on a peut-être une remontée des taux qui nous pend au nez. Mais ça peut être un très bon argument pour négocier avec quelqu'un qui a un commercial qui se vend pas depuis 6 mois, 1 an, lui dire, attends, t'as vu la crise, t'as vu les taux, etc., ça va remonter, baisse encore ton prix. Donc si là t'achètes avec un taux maintenant et que les taux remontent, c'est une bonne nouvelle pour toi. Par contre, à court terme, ton bien va être, la valeur de ton bien va varier en fonction des taux. À moyen long terme, normalement, si la France ne part pas en catastrophe, normalement ça va. Voilà. Mais ça, c'est vraiment pour le prix d'achat et le prix de revente de ton bien. Tu vois, ça va pas être corrélé trop au
prix du loyer que tu vas facturer à ton client. Non, le loyer, ton locataire s'en fiche du taux de l'OAT. Lui, ce qui compte, c'est son commerce. Est-ce qu'il marche ou pas? Donc bon, évidemment, ça c'est aussi lié à la crise, à tout ça. Okay. Donc il faut quelque chose de périn. Est-ce qu'il est en capacité de te payer le loyer? Et est-ce que demain, un locataire est capable de le remplacer à ce commerce-là pour être en capacité de te payer le loyer? Voilà, c'est pour ça que moi, je pense qu'en compromis, c'est bien. Il y a quelques risques, on les a évoqués ici, qui sont quand même assez faibles, je trouve, les risques. Ça se finance bien par les banques aussi, surtout en étant entrepreneur. Ça va se financer sur des durées plus courtes. En général, on ne dépasse pas les 20 ans sur du commerce, voire du 15. Mais comme tes rendements sont plus élevés, ça peut être intéressant et se financer plutôt bien. Donc tu peux arriver assez facilement sur un commerce à ne pas avoir de cash flow négatif. Donc pour ceux qui maîtrisent pas le cash flow négatif, bah vous sortez de l'argent, vous avez un effort d'épargne en fait à faire. L'effort d'épargne, c'est l'argument commercial des CGP pour vendre du Pinel à l'époque. J'ai été CGP, j'ai refusé de vendre du Pinel, donc je sais aussi de quoi je parle. Désolé amis CGP si vous nous écoutez. Pas d'effort d'épargne chez moi. C'est pas... Ou alors à court terme quand on fait vraiment une affaire du feu de Dieu, mais sinon pas d'effort d'épargne. Cash flow au moins flat. Tu sors pas d'argent, par contre tu finances du patrimoine. Ou cash flow positif, là c'est possible vu le peu de frais que tu as en face. Alors justement, peut-être sur le petit aparté sur le financement, si Bart demain, après cette émission, veut se lancer dans l'immobilier commercial, quand il va voir son banquier, qu'est-ce qu'il lui dit? Est-ce qu'il a un discours différent que pour sa résidence principale? C'est quoi la meilleure manière de négocier au mieux les taux, quoi. Ok, alors là on était sur la deuxième étape et on a même mordu sur la troisième, c'est-à-dire la deuxième. Je reprends quelles sont mes contraintes, quelles sont les stratégies qui s'offrent à moi, quelles sont les stratégies que j'élimine. On a vu qu'il nous en restait quasi 3. Ensuite, une fois que j'ai choisi cette stratégie, troisième étape, quel est le type de bien à choisir dans cette stratégie et où? Donc là, on a vu commercial, t'as Paris, t'as d'autres régions. On n'a pas pris le temps d'analyser les villes. On n'aura pas le temps de tout faire malheureusement, mais dans la méthode, c'est là qu'on arrive à ça. Ok, résidence principale, à côté de chez moi. Commercial, plutôt Paris ou proche Paris. Et voilà. Ensuite, quatrième étape, quel est le budget? Quel est mon budget? Qu'est-ce que je peux me permettre? Et vous allez voir que le budget, il est à peu près au même temps que la troisième étape, parce que si vous voulez acheter une résidence principale et que vous êtes dans Paris intramuros et que vous avez que 250 000 € de budget, un peu compliqué. Voilà. Donc, voilà, question du budget se pose à ce moment-là. Donc, votre budget, comment vous le définissez? Vous apprenez à calculer votre endettement vous-même. Évitez d'aller demander à votre banquier quel est le budget qu'il vous prête. Et pourtant, je vous vois sourire ici, c'est une des premières choses qu'on fait. Quand on ne sait pas calculer notre endettement, évidemment, on va voir notre banquier, on va dire combien vous me prêtez, il vous dit combien. C'est normal, tout le monde fait ça. Ce que je vais vous dire est infime et c'est un petit détail, mais vous commencez à envoyer un signal à votre banquier que vous ne connaissez pas votre métier. Votre métier, c'est d'être investisseur maintenant. Et ce petit détail va jouer dans la relation avec votre banquier. Parce que votre banquier va vous prêter pour plusieurs raisons, pour des raisons financières, rationnelles, pragmatiques, combien tu gagnes, etc., mais émotionnelles. Et en fonction du banquier et de son pouvoir de décision, la partie émotionnelle et de sensation va être plus ou moins importante. Donc si vous envoyez dès le départ un message de « je ne sais pas combien je peux emprunter » ou alors « j'ai la grand-mère du 3e étage qui vend son bien, je pense que ça vaut à peu près tant », ça marche pas. C'est-à-dire que quand viendra le moment de vous prêter, déjà dans sa tête, il se dit il sait pas trop ce qu'il fait. Ça veut pas dire qu'ils vont pas vous prêter, ça veut dire que à toute chose égale par ailleurs, on préférera prêter et plus à quelqu'un qui connaît son discours. Donc comment on calcule son endettement? Je vais faire des règles très simples parce qu'il y a des complexités aussi à l'intérieur de cette méthode, mais en gros, on va vous prêter en moyenne 35% de vos revenus. Donc vous gagnez 3 000 € par mois, on vous prête à peu près 1 000 € de crédit. À ces 1 000 €, vous allez déduire les crédits que vous avez déjà, conso, IMO, voiture, etc. Pension alimentaire si vous en versez, etc. Et on va vous enlever votre loyer, votre crédit de résidence principale. Il va rester un chiffre. Ce chiffre-là, on peut vous prêter. On peut vous prêter pour du locatif, mais si on prête pour votre résidence principale, si vous avez déjà un loyer à 1 000 € par mois, évidemment, on va dire ces 1 000 €, on peut les remplacer et en faire un crédit. Ok. Quand on veut emprunter pour faire du locatif, le banquier va intégrer vos futurs revenus locatifs. Suivant le bien, la stratégie, les assurances que vous avez, ils vont prendre entre 70% du bien et exceptionnellement 100% des loyers. Ils vont pondérer entre 70% des loyers. 100% c'est très rare, mais ça arrive. En général, on a 80, voire 90, mais surtout 70. Donc vous avez un bien où vous allez encaisser 1 000 € de loyer. Vous pondérez à 70%, ça fait 700.
Et les 700, vous venez les rajouter à votre revenu professionnel. Et même méthode que tout à l'heure, on vient prendre 35% de ces revenus. Ça, c'est une première méthode de calcul. Donc déjà, ça vous donne une idée de combien vous pouvez emprunter. Après, CDD, spécificité, étudiants, alternants. J'en ai plein qui empruntent dans mes clients d'ailleurs. J'ai beaucoup d'alternants et étudiants, c'est fou. Et qui arrivent à emprunter, je sais pas, ils sont super motivés. Même s'ils gagnent pas beaucoup. Et on a les entrepreneurs. Là, les règles vont varier parce que, ok, tu te verses ce salaire, mais depuis quand ? Ah, t'as des dividendes, mais depuis quand ? Ah, là, ils étaient de temps, mais là, ils ont augmenté de temps, et là, ils ont rebaissé. Donc, en fait, l'entrepreneur, ça va être beaucoup plus de la partie émotionnelle. À quel point je suis capable de croire en toi et d'avoir confiance en toi pour générer de l'argent et être sûr que tu vas payer ton crédit. Donc là, ça compte encore plus qu'un salarié. Et vous avez une autre méthode qui s'appelle la méthode du différentiel. Je ne vais pas l'expliquer ici sans schéma, sans calcul, ça va être un petit peu complexe, mais la méthode du différentiel avant 2020, c'est trop tôt. Avant 2020, c'est une méthode qui était pratiquée par beaucoup de banques. Pas toutes, mais certaines. Notamment Caisse d'épargne, CIC, Banque Populaire, etc. La méthode du différentiel, pour faire simple, le banquier, plutôt que de vous dire « je pondère votre loyer et je viens l'ajouter à votre revenu professionnel et ensuite je prends 35% d'endettement sur ce total », ce qui est en votre défaveur puisque vous ne pouvez réemprunter que 35% de 70% de vos loyers. Vous me suivez ? Ça fait plus beaucoup. Faut prendre des notes là. Ça fait plus beaucoup. Ouais, c'est pour ça que je vous dis, je vais y aller calmement, tranquillement, parce que j'ai pas de tableau, j'ai pas de chiffres. Non, mais très bien, vas-y. Cette méthode-là n'est pas très avantageuse pour vous, c'est ce qu'il faut retenir. La méthode du différentiel, la banque se dit, ok, j'ai un loyer à 1000, je pondère de 70%, donc il me reste 700 €, et plutôt que de les réintégrer au revenu, eh bien en fait, je vais juste faire une soustraction très simple avec le crédit. C'est-à-dire, si j'ai un crédit inférieur à ces 700 €, bah, je pars du point de vue que ça s'autofinance, donc je prête. Si j'ai un crédit au-dessus, ça s'autofinance pas, donc je prête pas, ou moins, ou alors si ça s'autofinance pas, cette différence qui ne s'autofinance pas, eh bien, va venir réduire mon endettement sur mon salaire. C'est comme ça que j'ai emprunté pas mal de biens avec un salaire à 2200 € par mois quand j'ai démarré. Parce que je faisais des biens avec la technique du différentiel, et donc j'avais des biens, j'ai fait des opérations où la dernière en date de mon immeuble quand j'étais salarié, quand je venais de monter ma boîte, c'était 20 biens à peu près dans un immeuble. J'avais 1900 € de crédit, 6006 de loyer. Donc là, quand vous faites le différentiel, et tout était déjà loué. Donc le banquier était là, je dis bah oui, je prête. Sur l'endettement, j'étais à 70%. Si on regardait la première méthode. Ouais. Donc cette méthode nous a un petit peu échappé depuis les régulations du HCSF juste avant le Covid, d'ailleurs c'était avant mars 2020. Et donc vous avez maintenant quelques banques qui le pratiquent. C'est rare sur des cas particuliers. En revanche, sur des sociétés à l'IS, oui. Pas toutes les banques, mais certaines. Donc ça, c'est quelque chose à rechercher quand vous allez acheter un bien. Exemple, je fais une SCI à l'IS avec mon père, mon frère, ma sœur et tutti quanti. Je fais une société à l'IS. Je vais emprunter à une banque qui fait le différentiel, et si vous ne le savez pas, posez la question à votre banquier. Vous allez voir, le banquier qui ne le pratique pas, il va vous regarder d'un air un peu vague. Il va vous dire, il sait pas ce que c'est le différentiel. Voilà. Votre banquier classique, il ne connaît pas le nom peut-être du différentiel s'il ne le pratique pas chez eux. S'il le pratique, il va vous le dire. Et dans les sociétés LIS, ils peuvent le faire. Ça, c'est un énorme avantage parce que vous pouvez prendre des biens qui ont une valeur du simple au double, ou un même bien qui fait 400 000 €, avec la méthode classique, on vous le finance pas. Sur le différentiel, on vous le finance. Et quand vous achetez du commercial, souvent, on l'achète au travers d'une société. C'est souvent le plus intéressant. Donc si tu fais commercial plus société IS, qu'en plus tu m'as un associé dedans, etc., tu vas acheter ton bien commercial, on va faire la méthode du différentiel. Et bien souvent le différentiel, vu que le commercial est plus rentable que l'habitation, eh bien ça s'autofinance. Donc on peut, en général, évidemment, emprunter et enchaîner plus rapidement des biens commerciaux au travers d'une capsule IS. En ce moment, à l'heure où je vous parle, dans quelques mois, je ne sais pas, mais en tout cas actuellement c'est le cas, plutôt que d'acheter de l'habitation à répétition à titre perso, où là très vite on va bloquer l'endettement. Même si vous gagnez 6-7 000 € par mois, vous allez très vite arriver à votre endettement. Bien sûr, ok. Est-ce que ça vaut le coup de passer par un courtier dans certains cas ? Alors oui, ça dépend les courtiers aussi. Nous par exemple, on travaille avec des courtiers dans la formule de coaching dont je vous ai parlé tout à l'heure, où on garantit le bien, le financement, etc. Pourquoi on garantit le financement ? Parce qu'en fait, on a accompagné des milliers de personnes, donc on sait un petit peu qui va l'avoir, qui va pas l'avoir, etc. On sait même plutôt bien. Donc on s'engage en garantissant à la personne, on vous trouvera le financement.
Et dans plus de 98% des cas, ça passe. Si ça passe pas, on rembourse la formule, la personne elle s'est fait coacher gratuitement, etc. Donc c'est un gros risque pour nous. On a par exemple des courtiers qui sont spécialisés avec des banques d'investissement. Par exemple, on a des banques qui financent les chômeurs. C'est pas le cas tout le temps, et vous avez peut-être des fois les grandes enseignes de courtage qui ne le font pas forcément, qui ont peut-être pas ces partenaires là. Donc nous, on en a qui ont ces partenaires parce que c'est des partenaires qu'on va chercher pour nos clients aussi. Comment ? En faisant des montages. J'aurais pas le temps de les expliquer ici, mais en faisant certains montages, ils arrivent à financer des chômeurs, des alternants, des CDD. On en a beaucoup. Donc c'est pas inutile, voilà, dans certains cas, de se dire bon, je vais me tourner vers un courtier, ça va me faire gagner du temps, et voilà, on peut s'y retrouver, quoi. On peut complètement s'y retrouver. Du coup. Ouais, ceux-là ils sont spécialisés. Alors ils ont aussi des partenaires classiques, mais ils ont ça. Par exemple, avec des entrepreneurs, on avait des cas différents. On avait, je prête à des entrepreneurs, même s'il n'y a pas eu encore de dividendes, pas d'ancienneté, etc. Par contre, ils payent eux les travaux en apport. Il y avait cette condition-là. Il y a des courtiers spécialisés, par exemple, pour les entrepreneurs, qui s'occupent de cas comme ça. Tu dois en avoir. Nous, c'est des cas, on va dire, cas un peu difficiles, dont les entrepreneurs qui ont moins de 3 ans de bilan. On les compte dans les cas un peu difficiles. Même ceux, des fois, qui ont beaucoup de chiffre d'affaires. Donc, spécialisé que entrepreneur, il doit y en avoir, mais peut-être par la force des choses. Comme il travaille par réseau, il a un client entrepreneur, il a aimé ça, il le recommande à tous ses potes entrepreneurs, puis le courtier se met à faire des entrepreneurs. En dehors de ça, je pense pas. Donc nous, je sais qu'il a des banques comme ça, il a des banques qui financent des biens locatifs sur lesquels des fois personne d'autre ne va. Donc voilà, il a un ou deux partenaires comme ça qui sont un petit peu plus freestyle, on va dire, qui acceptent ça. C'est pas des banques publiques. Si vous y allez vous en public, vous ne les avez pas ces banques-là. Faut passer que par des courtiers. Ça vaut le coup de passer par un courtier quand on est dans ces cas-là. On sent que on arrivera difficilement à faire passer son dossier autre que quelqu'un dont c'est le métier et qui a des partenaires spécifiques. Ou alors, si on a un très bon dossier, couple, 6, 7, 8 000 euros par mois à deux, les deux CDI, 100 000 euros d'épargne, veulent acheter une RP, le bijou, on met un haut fonctionnaire dedans, alors on est royal au bar. Là, dans ce cas-là, on va prendre un courtier parce que le courtier, il va vous négocier des conditions que vous auriez peut-être pas. Donc là, on ne cherche pas à obtenir le prêt, on sait que les banques vont se battre pour nous le donner, on cherche à avoir un taux. Donc là, le courtier avec un dossier comme ça, il va vous avoir un taux aux petits oignons et normalement, vous rentabilisez vos frais de courtage par rapport au taux qu'il vous aura eu. Voilà, dans ces cas-là. Si vous êtes bon vendeur, je dis bon vendeur, vous êtes entrepreneur, toi je sais que c'était bon dans le sales, etc. Et que vous connaissez l'immobilier, connaissez votre dossier, vous savez le vendre, vous savez être convaincant et vous connaissez l'histoire que je vous ai racontée tout à l'heure, les différentiels, etc., etc. Moi, j'ai toujours aimé me défendre mes dossiers bancaires. Et d'ailleurs, c'est la partie que j'aime le plus dans l'immobilier, c'est aller négocier un crédit. Et plus on me dit que le crédit, je peux pas l'avoir parce que ça paraît fou, plus ça me plaît. Voilà, ça c'est mon petit côté challenge que j'aime bien faire dans l'immobilier. Après, ça m'intéresse plus. La même partie que toi, gérer les travaux, etc., ça me gave. Donc là, je laisse. Mais cette partie-là, j'aime bien la garder. Si c'est votre cas, vous aurez meilleur compte parce que vous ne défendrez jamais mieux votre projet que vous-même. Enfin, quelqu'un ne défendra jamais mieux que vous-même. Et vous allez expliquer une histoire, raconter des choses et montrer cette partie émotionnelle qu'on peut vous croire en vous. Et cette partie-là, vous la sous-estimez souvent, elle est très importante. Donc, c'est comme aller pitcher pour lever des fonds. Bien sûr. Qui d'autre pitchera mieux que toi ? C'est exactement pareil. Vous levez des fonds. Moi, je vais là-bas comme si je levais 10 millions pour ma start-up. C'est exactement pareil. Donc, à la limite, ce que tu recommandes, c'est que pour un profil un petit peu atypique ou entrepreneur, etc., vaut presque mieux y aller soi-même si on sait bien s'exprimer, bien se vendre, entre guillemets, plutôt qu'envoyer un courtier où il n'y aurait pas forcément ce storytelling derrière. C'est ça un peu. Oui, toute chose égale par ailleurs, si vous allez voir le même partenaire bancaire, sans citer de nom, vous allez voir, non, je ne veux pas citer de nom, mais vous allez voir une banque classique que vous connaissez qui a pignon sur rue. Évidemment, vous êtes entrepreneur, je connais rien à l'IMO, même si je suis bon vendeur, charismatique, tout ce que vous voulez, mais je connais rien à l'IMO, je ne saurais pas bien expliquer le projet. Et celui qui sait bien expliquer le projet, le vendre, évidemment, il vaut mieux que celui qui sache le vendre et qui connaît l'immobilier aille le négocier lui. Il aura de meilleures conditions, je pense, que le courtier. Et il va faire passer des choses émotionnelles, comme dans le business, qui n'ont pas de prix. Voilà. Ça, je suis convaincu de ça. Et ensuite, maintenant, il y a l'idée de partenaire. C'est-à-dire qu'un courtier qui est capable d'avoir un partenaire qui finance des entrepreneurs qui n'ont pas 3 ans de bilan, là, il vaut peut-être mieux aller voir le courtier, même si vous êtes capable de vendre votre dossier, parce que la banque qui va toucher, vous ne pourriez pas la toucher vous-même. Voilà. Ok. J'ai une petite question pour maximiser un peu, tu vois, la capacité d'endettement, notamment sur une société type une société holding, tu vois. Donc moi, j'ai ma société holding qui regroupe mes 2 sociétés. La société qui a le plus d'ancienneté, elle est intéressante, elle fait de plus en plus de chiffre d'affaires, mais sur les 4 dernières années, j'ai tout réinvesti.
Parce que dans la croissance, on est un média, donc on a investi pour des événements, j'ai investi pour du staff, de la production de contenu et tout. Et moi, je me payais de manière très irrégulière, tu vois, en facturant des management fees comme tu classiques. Mais bon, du coup, c'était un trimestre, je me mets 15 000, le trimestre d'après, je me mettais un peu moins, un peu plus. Et c'était. Tout ce que les banques aiment. Voilà, exactement. Donc, j'ai fait n'importe quoi. Tu vois, j'ai fait n'importe quoi, je le sais. Deux choses. Moi, la première question, c'est comment est-ce qu'à partir de maintenant, je me fais un dossier le plus clean possible pour optimiser, en fait, en fonction de la valorisation, pour optimiser la valorisation de la SCI. D'une potentielle future SCI que j'ai envie de créer. Et la deuxième chose, si je peux associer quelqu'un de très solvable, un parent, un membre de la famille, est-ce qu'il existe des montages où on peut créer une SCI et je peux racheter les parts à un moment, tu vois ? Tu peux faire mieux que ça. Ok, vas-y. Je vais t'en parler. Alors, c'est excellente question, donc on va répondre à ta question en plusieurs étapes. La première, je veux optimiser ma situation pour aller voir le banquier. Dites-vous que le banquier, il y a des choses qu'il aime, il y a des choses qu'il aime moins, et c'est assez bête et méchant, on va dire, le système tel qu'il l'est fait, il rentre des données dans une case et ça vous donne un scoring bancaire. C'est pas plus compliqué. Il y a un peu de place pour l'émotionnel, mais pas beaucoup. S'il a du pouvoir de décision, un peu plus. Vous avez des points noirs, je vais appeler ça les points noirs, rouges, comme vous voulez, on va les appeler les points noirs, où vous ne pouvez strictement rien. En tout cas, pas à court terme. Vous êtes entrepreneur, vous êtes entrepreneur. Mis à part reprendre un CDI, et la question là se discute pas. Je ne peux rien faire. Donc, listez vos points noirs sur lesquels vous ne pouvez rien faire. Encore faut-il connaître tout ce qui est un point noir pour une banque. Je suis trop jeune, point noir. Je vis chez mes parents, logé à titre gratuit, point noir. On pourrait se dire que non, mais ça l'est. Parce qu'ils ont peur de ce qu'on appelle un saut de charge. Saut de charge, c'est quand vous n'avez jamais payé le loyer de votre vie et vous dépensez à tout va dans des restos, etc. Et que d'un coup, vous rentrez dans la vie active, vous avez un loyer, des charges, etc. Le banquier se dit, comment il va gérer cette vie-là ? J'attends de voir. Paye un loyer pendant 1 an et reviens me voir plus tard. Donc on pourrait mettre ça en avant en se disant que c'est un avantage, finalement non. On peut contrer cet avantage en commençant chez ses parents à investir l'équivalent d'un loyer. Comme ça vous dites au banquier, regardez, je suis quelqu'un qui a la tête sur les épaules, j'ai anticipé mon futur saut de charge. Si vous utilisez en plus le terme saut de charge, le banquier va vous regarder, il va vous... Admiration. C'est pour ça que je reviens à tout à l'heure, c'est super important d'être formé et d'être accompagné, c'est pour ça que je fais ce que je fais avec autant de passion. C'est que quand vous êtes formé, que vous comprenez un peu comment il faut parler à votre banquier, ça prend que quelques heures à le comprendre. Hein. Une fois que vous savez ça, vous avez le langage et la façon d'approcher votre dossier. Et du coup, il va vous regarder entre quelqu'un qui va être un particulier, il va le regarder comme un newbie, un débutant, et quelqu'un qui connaît son métier comme un professionnel avec un vrai business plan, à données rationnelles égales, il va pas du tout lui prêter le même montant, je peux vous l'assurer. Donc, faire la liste de ces points noirs. Donc toi, tu es entrepreneur, tu as une rémunération qui est irrégulière, ok. T'as de l'épargne de côté ? Ouais. Ok, donc ça c'est pas point noir. T'es locataire ou propriétaire TRP ? Je vis chez ma compagne. Ok. Point noir. Après, est-ce que tu payes un loyer ? Je paye un loyer. Et j'avais oublié de le mentionner au début, j'ai la nue propriété sur 2 biens que mes parents sont en train de me donner. Ok. Très bien. Ça pourra jouer, mais là, pas vraiment à court terme. En tout cas, sur les points noirs, petit clin d'œil à madame, merci beaucoup pour la situation, ça peut nous aider. Donc, ça peut être un point noir si tu épargnes beaucoup en perso. Quand tu te verses de la rémunération, tu épargnes en perso, en fait, c'est juste pour payer tes frais. Ouais, j'arrive à épargner, ouais. Okay. Ça, c'est bien, il faut épargner. Un minimum de 10 à 15% de ce que vous gagnez, suivant votre salaire. Vous gagnez 2 000 euros par mois, 10% c'est bien. Vous gagnez 4, 5, 6 000, 20, 25, 30% plus. Plus vous épargnez, mieux c'est. Pour bien montrer que tu épargnes, tu le mets vraiment, tu te fais un virement régulier sur ton PEA ou sur... Livret A. D'accord, ok. Plus vous êtes bon père de famille, plus la banque aime. C'est-à-dire, limite le petit virement programmé déjà automatique de 3, 4, 5, 600 euros par mois. Mais attends, là, tu es en train de nous dire que la banque fait la différence de si c'est sur ton compte courant ou sur ton livret A. Oui. Ouais, même le fait, parce que aujourd'hui, là, on est quoi, à 1,7 à peu près sur le livret A. Enfin, je veux dire, si tu le laisses pas longtemps, ça va pas beaucoup travailler, quoi. Oui.
Là, donc faut mettre sur le livret A quand même. Donc pour 6 mois, je m'ouvre un livret A et pendant 6 mois, je fais le bon élève. Je vais détailler, vous allez voir. On n'ouvre pas un livret A pour le rendement, bien évidemment. Celles et ceux qui ont plus de 2 à 3 salaires de côté pour les salariés et 5-6 pour les entrepreneurs sur vos comptes courants, livret A, PEL et tutti quanti aussi, c'est un crime. Arrêtez s'il vous plaît, ne faites pas ça. Ça n'est pas de l'investissement, c'est bien à court terme pour vous protéger. Le reste, ça ne sert à rien. Vous faites bouffer par l'inflation. Je referme cette parenthèse. Pourquoi c'est important ? Parce que votre banquier, plus vous faites les choses correctement et vous rapprochez du perfect pour le banquier, le bon père de famille qui fait tout bien, plus il va vous prêter, votre scoring bancaire va être haut. C'est-à-dire, j'ai de l'argent sur le compte courant. De temps en temps, je dépense 4, 5, 6 000 et mon compte se vide et puis d'un coup, il se remonte et c'est pas clair et c'est pas stable, il n'a pas de pérennité, bah, c'est moins bien que quelqu'un qui a ces 2 ou 3 000 qui arrivent tous les mois sur son compte courant et ces 400 qui partent tous les mois sur son livret A. Le banquier, il se dit, c'est propre. Il y a une gestion financière. Mais c'est pas ce détail-là qui est le plus important. C'est ce que ça dit sur vous. Et c'est ça qui est encore plus important. C'est comme quand vous allez chez quelqu'un, vous êtes tous allés chez quelqu'un, il y a quelqu'un, c'est rangé, c'est propre, c'est nickel. Vous avez déjà une petite idée de sa personnalité. Vous rentrez chez quelqu'un, c'est le bordel. Vous savez qu'on est plus sur un créatif que sur un financier, normalement, ok ? Si on fait un peu les personnalités. Donc voilà, donc ça, en fait, ça dit tout sur votre personnalité et, ok, comment je peux faire confiance à cette personne pour rembourser mon prêt. Et dans les startups, c'est pareil. Quand vous levez des fonds, une grande majorité des business angels disent « Ok, ce mec, quand ça va être la guerre et qu'il y aura l'orage, est-ce qu'il va être là pour sa boîte ? Est-ce qu'il va bosser 20 heures par jour pour sortir sa boîte de la merde ?» Et c'est ça principalement qui compte. Plus que le business plan que personne ne croit et avec des chiffres bidons où personne ne sait que ça n'arrivera. Et ben c'est pareil pour votre banquier. Donc, faut se rapprocher de ce perfect. Je mets mon petit virement sur mon livret A, je lui ouvre un petit PEL, il se dit, il fait ses petits placements bancaires de bon père de famille, ma petite assurance vie, etc. Commencez à faire de la crypto, des stocks, j'investis sur des startups à droite à gauche. Qu'est-ce que ça dit de vous ? Profil plus indépendant, profil plus finance un peu plus risqué. C'est pas lui qui va m'ouvrir mon assurance vie fonds euros et donc me faire gagner de l'argent, parce qu'accessoirement il gagne de l'argent sur ça. Et donc ce qu'elle veut, c'est gagner de l'argent sur vous. Et c'est lui, la moindre truc, il va m'ouvrir un compte banque en ligne. Ce qui est vrai, parce que profil start-upper, etc., bah, t'es suffisamment indépendant, etc., pour aller t'ouvrir un banque en ligne. Ce qu'ils aiment, c'est le profil qui va pas bouger de la banque. Donc il faut, au plus possible, montrer que vous êtes ce profil-là. S'il y a des banquiers qui m'écoutent, ils doivent être en train de se régaler. Chers amis, je vous salue, je vous adore. C'est grâce à vous que j'ai acheté autant de biens. Donc voilà, donc tout ça c'est important. Là je vous ai donné quelques méthodes et des comme ça il y en a plein. Donc imaginez quand je prends un client et qui a suivi une formation, un coaching, etc., peu importe, et vous lui donnez toutes ces infos là, il va voir le banquier. Moi j'ai des clients, ils ont 20, 21 ans, 22 ans, ils sont alternants, ils vont voir le banquier et il leur explique ça. Ou ils font ça d'eux-mêmes. Donc le banquier qui voit un business plan digne d'une start-up pour un projet immobilier à 80 000 €, le banquier il regarde, dit mais vous êtes qui ? Vous êtes alternant en vente dans l'automobile. Comment vous avez fait ça ? Et les banquiers n'en reviennent pas. Parce que même des mecs qui ont 10, 15, 20, 30 biens immo ne montent pas des dossiers comme on leur apprend. Et là, bah vous avez des personnes qui, statistiquement ou rationnellement, on aurait pu leur prêter 80 000. On se dit, allez, c'est 100 000. Moi, je vais y aller. Je vais y aller parce qu'il a la tête sur les épaules, lui. Il sait de quoi il parle. Il a calculé tous ses devis, etc. Il m'amène tout sur un plateau d'argent. Donc... je reviens, je me suis un peu égaré, mais c'était quand même important tout ça. Donc je reviens sur les points noirs sur lesquels vous ne pouvez rien changer et les points noirs sur lesquels vous pouvez changer. Ça en fait partie. Gestion financière. Évitez les dépenses, les week-ends, poker, jeux en ligne, le petit retrait à 2h du matin, etc. Si vous faites des cryptos, je vous conseille d'avoir un compte en ligne qui est ouvert, sur lequel vous faites vos trucs crypto. Essayez de ne pas les mettre sur votre compte bancaire sur lequel vous avez demandé votre crédit, c'est mieux, ça peut les effrayer un petit peu. Quoique maintenant ça va un peu mieux, mais il y a encore quelques années on me faisait signer des décharges en me disant vous êtes sûr de sortir votre argent pour faire des cryptos. Et quand on voit qu'il y a des ETF crypto qui sont sortis récemment, ça me fait doucement rigoler. Mais bon. Donc ça, évitez. Et voilà, bonne gestion financière. Vous pouvez jouer sur quoi ? Vous pouvez jouer sur votre opération immobilière. Ça va jouer. Entre j'ai une opération qui est rentable, achetée en dessous du marché, bien choisie, avec des travaux, une rénovation énergétique pour les biens en habitation, j'ai déjà mes devis. C'est bien calculé, etc. Un petit business plan, une page ou deux avec toutes les infos intéressantes, etc. Quand j'arrive et que j'ai ça,
bah ouais, à montant égal, il va préférer me prêter à moi plutôt qu'à celui au voisin qui n'y connaît rien. Là, il sait où il va. Et s'il vérifie les infos, il voit que tout est juste. En plus de ça, la façon de présenter votre dossier. Comment vous l'expliquez, comment vous le faites vivre. Si vous y allez avec les dents qui rayent le bureau et vous dites ce dossier, ça passe ou ça casse, ça aide aussi. Il voit que vous êtes convaincu, vous êtes convaincant. Et lui, il va convaincre ensuite sa direction pour pouvoir vous prêter. Donc tout ça, en fait, vous pouvez jouer là-dessus. Et donc, faut pas vous dire, il y en a plein qui me disent, oui, mais moi, je suis entrepreneur. T'as été voir combien de banques pour demander un prêt sur des biens? Pour l'instant, aucune. Okay. Pour l'instant, aucune. Donc ça, c'est super intéressant. Pour l'instant, je me prépare, tu vois. Ça, c'est super intéressant. Pourquoi? Parce que, tu vois, tout à l'heure, on a discuté, et je crois qu'on était déjà en ligne. Tu dis, voilà, je suis entrepreneur, j'ai des revenus réguliers, je sais pas si la banque peut me prêter. Eh bien, tu n'as pas encore été voir de banque. Donc, s'il faut, la banque te prête. Ou s'il faut, il y a aussi des profils que j'ai, CDD, alternants, pas beaucoup de revenus, surendettés parce qu'ils ont des biens, plein de profils comme ça qui disent, ouais, on me prête plus, j'ai été voir ma banque, elle me prête pas. Alors, sachez que, celle qui vous prêtera le moins, c'est votre banque, elle vous a déjà. Elle n'a pas d'intérêt à vous prêter. 2, c'est pas une banque qui va dire si oui ou non on peut vous prêter. C'est une banque. J'allais dire quelque chose, je vais me mentir, c'était peut-être un mauvais exemple, peut-être un peu trop drôle, mais bon. Quand vous essayez de lever des fonds, vous ne demandez pas à une personne, vous demandez à 100 et accessoirement, il y en a une qui vous dit oui. Bah, c'est exactement pareil pour les banques. Moi, ma première affaire, j'ai demandé à 16 banques. 16 et la 16e m'a dit oui. Donc, voilà. Il y a des banques qui vont dire oui, des banques qui vont dire non. Un bon dossier, bien fait, bien monté, cohérent avec votre situation, la première banque vous dira peut-être pas oui. 3, 4, 5, il y en a une qui va vous dire oui. Si c'est bien monté, bien fait. Okay. Bon, Bart va passer l'après-midi à passer des coups de fil. Tu vas avoir plusieurs agences au sein d'un même groupe bancaire. Tu vas à l'agence directement avec ton dossier imprimé. Ouais, tu vas à l'agence, etc. Alors, ils veulent encore les imprimer. C'est bien dommage, mais ça, d'ailleurs, c'est fou parce que c'est costaud. Mais bref, amusez-vous à envoyer des éléments digitaux à votre banque entre sa boîte mail qui sature. Non, je les reçois pas. Non, mais ça, c'est un bonheur. C'est pas grave, on va pas refaire le monde bancaire. Ils nous prêtent déjà de l'argent, on est bien content. On est en France, le pays où on peut emprunter le plus d'argent, le plus facilement, le moins cher, et même la remontée des taux. On va en profiter, on va rien dire. Donc, oui, allez-y avec votre dossier bancaire, allez-y avec le projet, etc. Donc, tu vas voir 1, 2, 3 agences. Et des fois, vous avez donc des marques qui sont régionales, okay, ou départementales. Donc, des fois, une agence dans un même département, il y en a une, alors je connais pas bien Île-de-France, mais moi, je suis dans ma région, Nice va vous dire oui, et Cannes, il vous aurait dit non. Et ça reste une seule marque. Ça, c'est possible. C'est pour ça que ça dépend aussi du banquier, partie relationnelle, émotionnelle. Est-ce que votre banquier, il est bien luné aujourd'hui? Est-ce que votre tête le revient? Est-ce qu'il croit en vous et en votre projet? Est-ce que vous l'avez bien expliqué? Est-ce que votre dossier, il est bien fait? Parce que quand vous y allez, vous n'avez pas de dossier et qu'à chaque fois, il manque un papier, le banquier ne gagne pas d'argent sur votre crédit. C'est chiant. Il gagne juste de l'argent quand vous faites une assurance et un placement derrière. Sinon, si vous restez pas 8 ans dans le crédit, il ne gagne pas d'argent. Donc, quel est son intérêt à courir derrière pour des documents que vous n'avez pas, ou c'est un peu à l'arrache, les loyers, vous ne savez pas? Vous y allez avec le dossier tout fait et tout ce qu'il faut, il n'a pas eu besoin de vous le demander, il se dit « Ah, là, je prends mon plaisir. Ça va pas prendre pour beaucoup de temps. Et en plus de ça, c'est un profil intéressant. Et en plus, il est sympa, il sait bien expliquer son projet. Tout ça, ça y joue. Donc oui, si tu vas avoir 3 banques et que tu mets en place déjà, ne serait-ce que ces conseils, tu vas multiplier par 5 tes chances d'obtenir un prêt. Ouais, t'as vachement bien expliqué comment se mettre d'un point de vue personnel au carré pour respecter les conditions des banquiers. Est-ce qu'il y a des choses à faire aussi sur sa société ou sur sa holding? Tu vois, je sais pas, moi, ma holding, c'est con, hein, mais je me mets quelques déjeuners d'affaires. Des fois, il y a des... J'ai aussi, tu vois, je me mets des masterminds entrepreneurs aussi via ma holding. Moi, je pense ils regardent pas ça. Ça, ils regardent pas. Non, pour la plupart, ils regardent pas. Si vraiment tu commences à avoir une opération complexe, avec des gros montants, ils vont regarder tes bilans un peu plus en détail, mais c'est ta première OP. Enfin, moi, en tout cas, personnellement, sur toutes les opérations que j'ai faites et toutes celles de mes clients entrepreneurs, j'ai jamais quelqu'un qui m'a dit « Ah là, j'avais trop de... » Ou alors, c'était une raison, ils leur ont pas donné. Mais honnêtement, je pense pas. Je pense pas. Ils regardent s'il y a du bénéfice. Ils regardent s'il y a de la rémunération, plus important que du bénéfice. Ils regardent si elle est stable et depuis quand. Idéalement, il faut un bénéfice ou des rémunérations en progression les 3 dernières années. Ça, c'est le profil idéal. Maintenant, ça fait que 1 an et que vous faites 300 000 € de bénéfices, c'est mieux que quelqu'un qui a que 20 000 de bénéfices et ça fait 3 ans, bien évidemment. Mais encore, il faut l'expliquer. Il faut montrer la pérennité. Voilà. Moi, je suis déjà allé des fois à des rendez-vous bancaires où
par exemple, j'ai fait un festival qui s'appelle le Z Project. Au moment où ah oui, c'est vrai qu'on est en direct. J'ai oublié qu'on est en direct. J'ai pas l'habitude. Je fais rarement des directs, sauf sur BFM du coup. Mais là, donc, ce samedi, on fait la 2e édition du Z Project Festival. Donc c'est un festival d'entrepreneurs. On parle de business, d'IMO, de finance, de crypto, etc. Donc celui que j'ai monté l'année dernière, j'ai perdu 1,8 million sur l'événement. Ça m'a coûté plus de 3 millions d'euros. J'ai perdu 1,8 million. J'ai jamais perdu autant d'argent, évidemment. Donc ça m'a fait mal pendant un bon moment. Et donc quand j'étais voir des banquiers pour emprunter, explique que t'as ta holding qui est en lourd déficit et que t'as fait un événement où t'as perdu 1,8 million. T'as vu grand là, t'as mis du sable, t'as mis une plage carrément. Ouais, j'ai vu grand parce que j'ai voulu effectivement lancer un très grand truc et pour plein de raisons, j'aurais pas le temps de les évoquer ici. Venez au Z Project ce samedi si vous voulez. Non mais c'était très sympa. Expliquer la suite, c'est vrai que t'étais là. Ouais. Personne n'a fait un événement comme ça. Normalement pour rentabiliser ça, fallait être 5-6 000. On était 2000. Et je pense que c'est pas de sitôt qu'on verra quelqu'un organiser un truc comme ça, prendre le risque de perdre autant d'argent avec autant d'éléments et de qualité par rapport à ce qu'on paye les gens. C'est juste impossible. C'est pour ça que ça tient pas et que j'annoncerai samedi qu'il y aura peut-être pas de 3e édition. Bref, je ferme la parenthèse. Pourquoi ça ? Donc j'ai expliqué à des banquiers, quand j'ai dû emprunter, parce que j'ai réemprunté depuis ce festival, ils m'ont dit « Oula, votre holding, ça va pas là hein ?» Alors, je vous explique pourquoi j'ai fait cet événement. Qu'est-ce que j'ai tenté ? Pourquoi ça n'a pas fonctionné ? Pourquoi j'ai perdu l'argent ? Comment je compte me refinancer ? Quels sont les biens de mon patrimoine que je vais vendre pour refinancer ? Quelle est la projection ensuite derrière ? Qu'est-ce qu'on attend pour la 2e édition ? J'y suis avec une projection. J'ai perdu de l'argent, oui, je suis un entrepreneur, des fois ça marche pas tout le temps. Mais comment on va se relever de ça ? On m'a prêté. Alors que normalement, sur le papier, on prêtait pas. Donc, il y a l'histoire, toujours, qui explique pourquoi. Et il y a eu des fois, on a eu des complexités, on a des choses qui ont fonctionné, pas fonctionné. Des fois des choses qui étaient anormales dans les bilans, ils comprenaient pas, mais pourquoi là ? On vous explique. Et il y a même des fois où je préférais aller voir le banquier, où dès que j'envoyais les bilans, je faisais un mail énorme en expliquant, vous allez remarquer dans les bilans qu'il y a ça et ça, rassurez-vous, je vous explique. Ça c'est parce que ça c'est parce que ça, avant que l'objection arrive, parce que je sais qu'elle va arriver. Ok. Toujours anticipé. Alors, on arrive bientôt à la fin de cette émission. Vas-y. On va voir les questions cash bientôt. Est-ce que tu as une ou deux dernières questions, Bart, par rapport à ton cas et voilà, sur tout ce qu'on a dit. Est-ce que ça vaut le coup tu vois, moi, je m'étais dit, tiens, je vais faire une SCI, je vais faire 50% ma holding, 50% moi. Est-ce que ça vaut pas plutôt le coup d'aller chercher un membre de la famille bien solvable Bart cherche des gens solvables. Voilà. On lance un appel. Envoyez un mail à solvable@bart. Non, mais effectivement, là j'ai besoin effectivement de 12 mois, je pense, de bien lisser tous les conseils que tu as donnés, et je te remercie encore. Mais est-ce que pour faire encore plus le bon élève et faire encore plus le petit faillot, on va dire, ça vaut le coup d'aller s'approcher de quelqu'un oui. Et si oui, à quelle hauteur ? Est-ce qu'on lui propose 5%, 10% ? Est-ce qu'on... Qu'est-ce qu'on... c'est vrai que tu avais cette question tout à l'heure et du coup je t'ai pas répondu, tu as bien fait de la reposer. Elle va intéresser beaucoup d'auditeurs, celle-ci. Alors, vous avez plusieurs solutions. Première solution que tu as évoquée tout à l'heure, vous montez une société, vous êtes associé avec un membre de votre famille ou peu importe. On vous finance, vous faites l'opération et ensuite vous faites une cession de parts. Bon, ça c'est possible, mais il y a des frais. En fonction de si vous êtes à l'IS, le prix de cession sera différent puisqu'il y a, je ne me rappelle jamais laquelle, mais il y en a une où les droits de mutation sont calculés avec le passif, l'autre il faut sortir le passif, donc ça peut varier. Je ne recommande pas forcément cette solution. Et vous avez des possibilités. Nous, par exemple, le courtier, c'est ce qu'il fait avec certains partenaires bancaires qui font ces montages-là. C'est-à-dire qu'ils font des SCI ou autres sociétés à l'IS avec un membre solvable, 2000 € par mois CDI, très bien. L'autre qui est au chômage, entrepreneur, pas de revenus, voyageur du monde, peu importe. Et la caution bancaire va être prise à 100% sur le solvable. Donc la répartition des parts au départ, et alors un 95-5, je pense que ça passe difficilement. J'ai pas de chiffres, ça dépend des banques, des situations, mais à partir d'un 70-30, je pense que c'est totalement cohérent. Donc, d'avoir quelqu'un de solvable, j'ai un exemple très précis en tête. J'ai quelqu'un qui était au chômage. En 2 ans, il a levé 1,5 million. Il a pris 5 membres de sa famille et un ami, sa mère, son père, son frère, et à chacun, il a fait une société, et avec chacun, il a emprunté pour un immeuble entre 200 et 300 000 l'immeuble. En moins de 2 ans, il a levé 1,5 million, il était au chômage. Complètement faisable. Avec la même banque principalement. Et donc lui, il se met à 70% et 30% sont membres de sa famille. Ou 50-50. Ou 50-50, d'accord. La répartition à demander à la banque. C'est elle qui va exiger, peut-être qu'elle a un minimum, peut-être pas. En tout cas, la caution bancaire va être prise à 100%.
sur la personne. Et après, tu peux racheter après les parts de la SCI. Pas besoin. Même pas besoin. Alors, si tu veux complètement sortir la personne, oui, tu vas avoir des frais, des droits de mutation, mais tu peux. Mais si tu veux la laisser dedans pour potentiellement racheter un autre bien après derrière, tu peux. Ça dépend. En fait, la SCI à court terme, si la personne a des parts dedans, ça change pas grand-chose en fait. Puisque majoritairement les revenus au début vont être investis, vont rester dans la structure. Peut-être si vous versez des dividendes dans quelques années ou si t'as pas besoin à court terme, tu les laisses dedans. La personne n'a pas besoin. Tu peux même dans le pacte décider qu'il n'y aura pas de versement ou alors qu'au bout de 5 ans la personne sortira. Ou alors après tu peux faire tout simplement tu peux lui laisser que la nue propriété, t'en récupérer l'usufruit par exemple. Enfin il y a des choses qui peuvent être faites après à étudier. Ou alors tu rachètes ou tu vends le bien si le but c'était aussi de vendre et de plus-value, vous vendez, vous sortez l'argent et puis voilà. Ok, très clair. Ok, bon bah merci beaucoup. Bart, c'est ton dernier mot, ça y est. Là, bon, je vois que tu as pris quelques notes et tout, il y a pas mal de... Non, mais c'est vrai qu'il y a tellement de choses à dire. Si vous avez des questions, vous nous les envoyez, vous commentez, vous nous les envoyez sur le WhatsApp de la Martingale et on répondra à tout ça. On continuera à traiter ces sujets-là. Maintenant, messieurs, c'est l'heure des questions cash. Là... je m'attendais pas au petit bruit. Hein. Ah, mais t'as vu les moyens qu'il y a. Il a kiffé, j'ai vu. Non mais t'as vu j'ai les vu que moyens. Ça faisait 1 heure qu'il attendait ce moment. Tu sais. Mais ouais, mais attends, non mais Jayan, un grand pro. Tu vois, on n'a pas pu mettre de sable et la plage ici, mais tu vois, on essaie de. Ce bruit-là, il va rester. J'ai l'impression d'être, tu sais, le jeu télé où tu fais tourner la roue. Ah, c'est ça. Là, c'est la roue de la fortune en fait. Là, attention, c'est très sérieux. Donc 2 questions cash. La première, c'est l'investissement casino. C'est-à-dire, vous avez une somme d'argent qui n'est pas celle de vos clients. C'est une somme d'argent qui est la vôtre, dont vous n'avez pas besoin. Ceci n'est pas un conseil en investissement. Mais voilà, si vous avez un coup à faire, entre guillemets, un investissement un petit peu spéculatif, où on peut perdre beaucoup, mais du coup gagner beaucoup, c'est pour ça qu'on l'appelle l'investissement casino, dans quoi vous iriez là, maintenant, tout de suite, Christopher? Clairement, le meilleur rapport risque et rendement potentiel, c'est un meme coin qui a un très bon marketing, une belle communication, dans lequel vous sentez qu'il peut y avoir un beau multiple à faire. J'ai pas de nom précis parce que je les suis pas de près, j'ai mon associé qui fait ça pour moi. Mais lui, il avait investi dans un meme coin qui s'appelait Popcat. Attention, ceci n'est pas un conseil d'investissement, je vous recommande pas maintenant, etc. Mais il avait fait une moyenne de x180. Ouais. Et on a un de nos clients qui a une formation où on les accompagne en fait à bien investir en crypto, etc. Qui a investi dedans, il a mis 1000 €. Il s'est acheté une villa à Bali après. Ah ouais, d'accord. Bon, ouais, effectivement, donc, attention, comme on dit, on peut avoir des très très gros rendements sur la memecoin, mais évidemment, c'est hyper risqué, on peut perdre. Un memecoin, c'était ce qui était expliqué à ce moment-là, et c'est des gens qui avaient déjà un petit peu d'argent, pas beaucoup, mais qui savaient, donc 1000 €, c'était rien dans sa situation. Mais 180 000, c'est énorme. Donc voilà. Je ferai un meme coin, j'ai pas de nom à vous donner et de toute façon je ne prendrai pas ce risque là parce que si vous perdez, je sais comment ça se passe derrière. Puis c'est clair, puis les meme coins en fait faut suivre le marché quoi. Faut aller sur les plateformes, faut suivre les tendances. Exactement. Un meme coin pour ceux qui ne connaissent pas, vous voyez le Dogecoin par exemple qu'Elon Musk apprécie particulièrement. Un meme coin en fait c'est un coin qui souvent est une tête de chien, une tête qui vous fait marrer. Souvent ça sert à rien. Voilà. C'est pas souvent, ça ne sert à rien. Le principe du meme coin, c'est que ça ne sert strictement à rien. Il n'y a aucun fondement derrière, il n'y a aucune société, il n'y a aucun service qui est apporté. La seule chose, c'est qu'il y a du marketing et que les gens spéculent en se disant j'investis là-dedans, en se disant que ça peut. C'est de la hype. Voilà. C'est uniquement de la hype. Ouais. Très court-termiste. Trump a sorti son meme coin quand même. C'est quand même fou ça. Non, mais ça, c'était la première fois qu'un président, en plus des États-Unis, vendait son meme coin pendant les élections. C'était quand même assez fou. Ok, un meme coin. Bart, toi, tu irais sur quoi là? Sur quoi tu placerais ton spéculatif billet, là? Ouais. Oula, je pense effectivement, tous les assets crypto, c'est intéressant. Mais les cryptos, je vais les garder pour la question d'après pour le coffre. D'accord, ok, très bien. Ouais. Donc non, franchement, en grave spéculatif, j'irais regarder peut-être, et pour faire un peu différent. Toutes les boîtes un peu de santé tu vois qui ça sent la biotech ça. Ouais, biotech à fond, moi j'y crois beaucoup. Je pense que la population elle vieillit, qu'on a de plus en plus besoin de nous maintenir en forme et en vitalité plus longtemps, et du coup j'irai rechercher une petite biotech, tu vois, pour vraiment spéculer. Ok, non mais très clair. Maintenant la deuxième question cash, c'est l'investissement où vous êtes sur une île déserte, vous êtes en train d'enterrer un coffre dans le sable. Dans ce coffre, vous allez le laisser pendant 10 ans, vous n'y avez pas accès entre-temps, vous le déterrez. Quels actifs, au pluriel, tu peux en mettre plusieurs, vous mettez à l'intérieur, Christopher? Je sens qu'on va avoir à peu près la même réponse.
Première chose, une clé Ledger avec du Bitcoin. Deuxième chose, une arme. Et troisième chose, 3 passeports, si on se disait qu'il n'y avait pas de péremption sur les passeports. Ah ouais, et pourquoi 3 passeports en fait? Explique un peu le... Liberté, dans 10 ans, on ne sait pas quel monde on aura, ni les libertés qu'on aura, donc Ok. avoir 3 passeports diversifiés intelligemment sur certains territoires bien choisis, je pense que ça sera un actif qui vaut de l'argent, et on voit d'ailleurs l'évolution des prix des passeports de certains pays ont doublé, triplé sur les 2-3 dernières années, c'est pour une raison. Ça, c'est la première fois qu'on me dit d'investir sur les passeports. Non mais intéressant, intéressant. Tu vas encore acheter des terres partout. Bart. Moi, je mettrais un sac Kelly de... Un sac Kelly? Ah oui, Hermès. De chez Hermès. Ah oui, d'accord, pardon. Ouais, bah tu vois, non mais tu regardes sur 10-15 ans... Ah mais les sacs à main, il y a un vrai business. Hein. Tu peux avoir des perfs, mais de malade. Hein. Non, mais vraiment. Bah, surtout le Kelly. Surtout le Kelly, ouais. Surtout le Kelly, ma clé Ledger et aller un lingot d'or, histoire de... Voilà. Puis aller peut-être un petit cognac pour un petit cognac, ah c'est bien. Voilà, faut oublier, voilà, faut quand même avoir un petit coup à boire. Quoi. Si jamais le reste ne s'utilise plus. c'est ça. Au moins il restera ça. Bon bah très clair, merci beaucoup messieurs, c'était trop cool de vous avoir. Merci à vous. Peut-être tu voulais dire peut-être un petit mot du Z Project quand même qui a lieu ce week-end, très rapidement. Ah oui, si vous voulez venir, vous êtes les bienvenus. On va être très nombreux, entrepreneurs, investisseurs, même salariés qui souhaitent le devenir ou apprendre des choses. Bah là, vous avez une idée de ce dont on a parlé. Il y aura des cryptos. Tenez, je l'annonce en avant-première, on va l'annoncer aujourd'hui. Il y a Idriss Aberkan qui vient nous valider sa venue. Ok. C'est officiel. Okay. On va l'annoncer dans l'après-midi. Donc pour le moment, personne ne le sait. Voilà. On a plein de très bons. On a Alexia Laroche-Joubert, on a Hakim Benotman, on a Denis Brognard, etc. Enfin bref, on a plein de personnes différentes. On va parler crypto, finance, IMO, etc. Moi, je vais parler de l'économie française et de comment se protéger de ce qui se passe actuellement, et notamment je parle un peu des passeports, on parlera peut-être aussi de ça et d'autres choses. En plus t'es inquiet depuis qu'il n'y a plus François Bayrou quoi, donc, la conf s'appelle 3 ans, plan de sortie de la France en 3 ans, donc verra, ce sera intéressant. On est sold out VIP depuis longtemps et je crois qu'il nous reste quelque chose comme une 20aine de places avant samedi, donc on serait content de vous avoir. Il y a du sable aussi cette année, il y a la plage ou pas? Non, cette année on a fait des économies, j'en ai marre de perdre 1,8 million par un événement, donc voilà, on a mis dans les speakers et le contenu. Bon bah très bien, trop cool. Bah écoute, bon événement ce week-end. Donc Christopher Wengen, investisseur et entrepreneur. Barthélemy Fent, voilà, bah foncez sur Extraterrien. Et puis je sais pas si t'avais un autre message à faire passer. Ouais, si jamais vous avez des podcasts, des vidéos ou des besoins en tournage ou en photo, on a ouvert un studio qui s'appelle Stories à 1 minute de Montparnasse. Donc même si vous êtes sur la côte atlantique, vous êtes les bienvenus. On a un studio chic, premium, élégant, avec un service aux petits oignons. Voilà. Ok, bah magnifique. Si le studio d'Orso Média est full et que Jayan ne peut plus vous recevoir, foncez chez Stories du coup, pas loin de Montparnasse. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous. Merci de nous avoir suivis. Dites-nous un petit peu ce que vous avez pensé de ce format en commentaire. Abonnez-vous partout si ce n'est pas déjà fait. Et si vous voulez venir en studio comme Bart l'a fait, eh bien écrivez-nous. Continuez à nous envoyer vos questions. On ne vous oublie pas. Le lien est dans notre Linktree, ou alors je rappelle le numéro 07 49 76 11 67. Mais surtout, prenez le contrôle de votre argent.